Et maintenant, merci de vous lever et de faire un tonnerre d'applaudissements pour le prochain orateur, le président de la région Normandie, président des centristes, monsieur Hervé Morin. Bien. Oh, oh, oh. Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien. J'avais plein de choses à vous dire, mais comme vous êtes venus entendre Valérie, avec Joël, on s'est dit, on fera 5 minutes. Alors, Joël, comme tu as fait 6 minutes 30, je m'octroie 6 minutes 30. Je voudrais tout d'abord, Valérie, te souhaiter la bienvenue en Normandie. Valérie, la Normandie, c'est la terre des conquérants. Et à chaque fois qu'un conquérant est au combat, on sait qu'il va gagner. Eh bien, Valérie, ta présence aujourd'hui à Caen, c'est celle d'une femme qui, dans moins de 2 mois, sera à la tête de notre pays. Dans notre sang coule le sang de Guillaume, et je t'assure qu'avec ce sang-là, rien n'est impossible. Je te rappelle que nous sommes, dans l'histoire moderne, nous les Normands, les seuls à avoir conquis l'Angleterre et à avoir donné une civilisation aux Anglais. Et donc, il fallait que tu sois là à Caen aujourd'hui. Et je voudrais, mesdames et messieurs, pendant ces 5 minutes, simplement évoquer, pardon, ça ne sera pas forcément très cohérent dans la construction du discours, mais trois points. Le premier, pourquoi il est urgent que ça change? Parce que je voudrais simplement vous faire partager un seul constat. Mesdames et messieurs, dans quel état est notre pays? Dans quel état de déréliction sommes-nous, au point qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, un Français sur 2, ou presque, annonce vouloir voter pour des candidats qui veulent purement et simplement remettre en cause notre modèle. Un Français sur 2 vote soit extrême gauche, et donc veulent réduire l'économie de marché, et parmi ces 1 Français sur 2, d'autres se situent à l'extrême droite, avec à peu près le même projet qui est celui de mettre à bas et de mettre par terre ce qui a permis à l'Europe d'être à la fois en paix, en sécurité et d'être un continent prospère. Eh bien, mesdames et messieurs, quand aujourd'hui 1 Français sur 2 en est à ce point-là, je me dis qu'il doit y avoir les voies et moyens pour redonner de l'espoir, de la confiance dans l'avenir, la confiance dans le progrès. Et que pour cela, il nous faut quelqu'un qui porte un discours de responsabilité, un discours de courage, qui porte un projet politique qui soit réalisable, et nous l'avons à travers la candidature de Valérie Pécresse. Mesdames et messieurs, Joël a évoqué la question ukrainienne. Je voudrais tout d'abord, comme vous, partager cette idée qu'elle peut être la folie d'un homme au point de considérer, de mettre en danger l'ordre international et la paix dans le monde à travers cette idée folle qui est celle de reconquérir des espaces qui ont appartenu dans d'autres temps à la Grande Russie. Au-delà de ça, mesdames et messieurs, je voudrais tout de même que nous mesurions
quelque chose de simple. C'est jusqu'où allons-nous aller dans notre capacité à accepter l'inacceptable. Bien entendu, aucun d'entre nous ne souhaite ou ne dirait vouloir mourir pour l'Ukraine, comme on a su dire à une autre époque que personne ne voulait mourir pour Danzig. Mais, mesdames et messieurs, quand on veut bien examiner les 20 dernières années, le projet de Poutine, ça a été l'Ossétie du Sud et la Géorgie, ça a été la Crimée, c'est aujourd'hui pas simplement le Donbass, mais la totalité de l'Ukraine. Et j'allais dire, jusqu'où ira-t-il? Et il nous appartient à nous, occidentaux, et à nous, Européens, de clairement affirmer une chose simple. Il ne saurait y avoir d'autre lâcheté pour les Occidentaux. Mesdames et Bien. Alors, vous voyez, mais je voudrais que simplement vous mesuriez cette chose. C'est que de se souvenir, là, bien, il y a un faux contact quelque part? Bien. Je voudrais, mesdames et messieurs, c'est facile de faire un discours dans ces conditions. Je voudrais simplement, mesdames et messieurs, vous dire que, comme l'a évoqué Joël dans son discours, moi, je me souviens ce qu'ont pu dire un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle. J'ai entendu l'un des candidats expliquer qu'il rêvait d'un Poutine pour la France. Je n'ai pas oublié que pour une autre candidate, ses moyens de financement, elle va les chercher en Russie. Et je n'oublie pas non plus les déclarations de M. Mélenchon concernant aussi la relation entre la Russie et le monde occidental et globalement en nous imputant la responsabilité de la situation actuelle. Je n'oublie pas non plus ceux qui ont déclaré il y a encore peu de temps que l'Alliance atlantique était morte. Mesdames et messieurs, je voudrais juste vous dire une chose sur cette question. Moi qui suis profondément européen, je vous dis une chose, il y a quelque chose que nous devons préserver comme quelque chose d'absolument précieux pour notre pays, c'est notre défense, et je dis notre défense nationale. Malheureusement, mesdames et messieurs, ceux qui vous racontent qu'il y aurait un jour ou qu'il y aura un jour une défense européenne vous racontent des histoires. Il n'y a aucune volonté en Europe de bâtir une Europe puissance. Il y a en Europe nombre de pays qui ont démissionné sur les questions de défense, de souveraineté et d'être en capacité d'assurer par elles-mêmes sa sécurité. Tous ces pays qui forment nos alliés, qui sont nos amis au sein de l'Union européenne, sont souvent, et je l'ai souvent constaté, à la limite parfois des pires moments de l'histoire en termes de volonté. Je pense à l'esprit de Munich. Et pour moi, s'il y a bien quelque chose que le peuple français doit garder comme une clé majeure, comme quelque chose suffisamment précieux pour ne jamais le confier à d'autres, c'est sa défense et c'est son ultime sécurité. Et donc, mesdames et messieurs, ne vous faites pas berner par des idées qui n'existent pas, qui est celle d'une défense européenne qui, à 27, serait capable d'assurer la contrepartie
Ah, la menace russe, ce schéma n'existe pas. À chaque fois que la France a voulu avancer, et je l'ai vécu quand j'étais au gouvernement de Nicolas Sarkozy, à chaque fois que la France a voulu progresser sur ces questions avec les pays européens, elle n'a jamais trouvé personne en face. Et donc, ce que je souhaite, mesdames et messieurs, dans le cadre de cette crise ukrainienne, c'est qu'au moins nous ayons le courage de dire fermement, sans aucune inflexion possible dans le discours, que ce que fait M. Poutine est inacceptable et qu'il ne saurait y avoir d'autres projections à moyen terme pour reprendre la main sur d'anciennes colonies soviétiques. Non, l'Ukraine, ça n'est pas le début d'une nouvelle démarche qui amènerait demain les Russes à considérer que les pays baltes pourraient rentrer à nouveau dans leur sphère. Et quoi qu'il en coûte pour nous, et quoi qu'il en coûte pour nous, et quoi qu'il en coûte pour le confort de notre vie quotidienne dans les prochains mois, nous devons accepter de procéder aux sanctions qui s'imposent, même si pour nos compatriotes, cela peut avoir un coût, car il y a un coût plus lourd qui est celui, un jour, de perdre la paix et la sécurité. Et comme mon troisième sujet que j'aborde, pardon pour le côté décousu, c'est que, mesdames et messieurs, ne vous faites pas berner par le bilan du chef de l'État. Mesdames et messieurs, prenez chaque sujet et posez-vous la question, est-ce que le boulot a été fait? Il a cramé la caisse, oui, mais il y a bien des sujets qu'on n'évoque jamais. Mesdames et messieurs, souvent on évoque les questions de sécurité et de justice. Je crois que tous nos compatriotes le savent. On évoque souvent la lutte contre l'immigration clandestine. Là aussi, nos compatriotes l'ont en tête. Mais ayant eu la chance de travailler auprès de Valérie pour la construction de son projet, quand vous évoquez, mesdames et messieurs, les questions de l'énergie, le bilan est au bout du compte absolument calamiteux. Je vous rappelle, comme le disait Joël, que par posture politicienne, nous n'avons pas reconstruit des centrales nucléaires depuis 10 ans et que nous avons perdu derrière les qualifications, les compétences et une partie de notre potentiel industriel. Et que parce que le vent a changé, tout d'un coup, Emmanuel Macron nous annonce un certain nombre d'EPR. Mais je voudrais vous dire aussi que vous devez toujours dire à vos compatriotes que le plus grand scandale, c'est la fermeture de Fessenheim. On a fermé une centrale nucléaire en état de fonctionnement. Une centrale nucléaire, mesdames et messieurs, où EDF avait investi 750 millions d'euros pour la prolonger pour 10 ans. Eh bien, la seule décision d'Emmanuel Macron en matière énergétique, c'est d'avoir fermé 3% du potentiel de production électrique de la France avec une centrale qui était capable de fonctionner. On évoque souvent la question du pouvoir d'achat. Et souvent, quand on évoque, qui est une des grandes priorités de Valérie, on oublie toujours un sujet, qui est la question du logement, mesdames et messieurs. Nous n'avons jamais aussi peu construit de logements en France. Jamais les chiffres ont été aussi mauvais depuis 20 ans. Nous avons construit 85 000 logements sociaux, là où on en construit en général entre 100 et 120 000 par an. Et pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron a piqué l'argent des organismes de logement social lors de la réforme de l'allocation logement. Mesdames et messieurs, si vous évoquez la question économique, Joël l'a abordée, soi-disant grande réussite du chef de l'État, moi je souligne simplement une chose, nous n'avons jamais eu des déficits commerciaux aussi élevés. Et pour la première fois, ce qui est quand même un comble, la France devient déficitaire, hors le vin, sur les produits agroalimentaires.
et vous pourriez prendre sujet après sujet, vous constateriez qu'au bout du compte, le bilan d'Emmanuel Macron est bien faible. Eh bien, mesdames et messieurs, je voudrais simplement vous dire ça. J'ai quelques cheveux gris, j'ai vécu d'autres campagnes électorales, on a rappelé mon passé, et j'ai été en charge d'un programme d'un autre candidat, il y a une quinzaine d'années. Vous voyez de qui je veux parler. Et j'avais travaillé sur le projet, etc. Et au bout du compte, ça se terminait autour de la table avec une bouteille de vin et on se disait, après avoir appelé un ou deux nos copains parlementaires, tiens, voilà, ça serait pas trop mal, on pourrait peut-être faire les choses comme ça, on faisait ça un peu au doigt mouillé. De l'autre, je viens de vivre ce qu'est la préparation d'un projet présidentiel. Et je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi travaillé, d'aussi sérieux, d'aussi solide, d'aussi courageux. Jamais on n'aura un projet, jamais nous n'avons eu un projet politique suffisamment autant finalisé, nous permettant et permettant à Valérie, au lendemain de l'élection présidentielle, de pouvoir le mettre en œuvre immédiatement. Et ça, c'est une chance exceptionnelle. Sur chaque sujet, les réformes sont prêtes, les propositions ont été peaufinées, affinées. Et cet ensemble permettra au lendemain des élections législatives, d'engager un train de réforme comme la France en a besoin. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sérieux, ce courage, cette volonté, cette solidité, elle est incarnée par une personne que je connais depuis longtemps et dont je me dis qu'elle serait pour la France une formidable chance, car pour la première fois dans l'histoire de la République française, nous aurions une femme à la tête de l'État, une femme vaillante, courageuse, volontaire et prête à engager la France sur le chemin du renouveau. Je vous remercie.